Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans FC Politique. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu de cette émission du 19 mars? Bien, l'on parlera de la stratégie de développement régional 2025-2029 en compagnie de notre invité. Avec lui également, l'on abordera le forum de l'économie de la côte, le FELC, qui a lieu jeudi prochain. Puis l'on terminera avec la conférence de presse de la ministre de l'Agriculture. C'était vendredi dernier. Olivier Rizon, bonjour. Bonjour Florian. Vous êtes notre grand invité aujourd'hui. Avec vous, on va parler de promotion économique régionale, notamment à travers la stratégie de développement régional qui était proposée au Conseil intercommunal. C'était le 7 mars dernier. Alors, j'ai envie de vous poser la question de base. Qu'est-ce qu'une stratégie de développement régional ? Bon, c'est une stratégie qui s'inscrit en fait dans le cadre des relations que nous avons avec le canton, donc les différentes missions que le canton nous donne, missions qui sont tournées sur l'économie. Pour nous, concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est du soutien aux économies, notamment par exemple lorsqu'une nouvelle entreprise vient s'installer dans la région, par la possibilité d'indiquer des locaux et de la disponibilité de locaux, mais peut-être aussi de terrain s'il y a quelque chose qui doit être fait à ce niveau-là. C'est aussi d'avoir un programme d'information pour les différents employés qui vont venir, pour que ces entreprises sachent par exemple vers quelle porte se tourner et où aller toquer pour avoir les bonnes réponses en matière, par exemple, de gestion administrative. Voilà, puis plus largement, il s'agit de prioriser les actions en matière de mobilité, d'environnement, d'économie, aussi de ressources régionales. On pense au bois, on va en parler peut-être plus tard, de tourisme, de culture et sport. Alors, il y a un cadre pour cette stratégie, c'est la loi à l'appui du développement économique, et ça permet à la région de pouvoir récupérer de l'argent, beaucoup d'argent. On parle de millions. Expliquez-nous un petit peu le cadre de cette loi et comment cet argent est redistribué. Volontiers. Alors, bon, nous avons à la base un accord avec le canton qui, comme j'ai dit, nous donne et nous a octroyé ou délégué certaines missions que la région doit accomplir. En raison de ces missions que nous accomplissons pour le canton, nous obtenons effectivement des subventions, des subsides. Mais ces subventions et subsides sont soit parfois extrêmement ponctuellement donnés à la région dans le cadre de préavis que nous déposons au conseil intercommunal. Souvent, c'est une aide à hauteur de 50% pour différents projets que nous faisons. Mais après, nous avons aussi une aide qui nous est donnée dans le cadre de cette promotion et de ce développement économique, puisque le préavis auquel vous avez fait référence, c'est un préavis qui permet à la région de redéfinir sa politique, mais qu'il va la faire avec un tiers, qui va nous aider un petit peu à cadrer tout ça. Puis après, la LAD, très concrètement, c'est aussi des dossiers particuliers qui sont déposés auprès du canton, puis qui permettent d'obtenir un financement sur des réalisations, des projets très concrets. Alors voilà, ça représente près d'1,6 million francs pour la période 2019-2023. Puis il y a beaucoup de projets, 18 projets qui ont été soutenus, en l'occurrence plus de 3,8 millions sur la législature 2016-2021. Et enfin, il y a encore pour plus de 5 millions de francs de projets qui sont en cours d'instruction. Il faut dire aussi que cette stratégie, finalement, il y a deux canaux. Il y a soit les projets régionaux, soit les projets d'entreprise. Quelle est la différence entre ces deux canaux ? Alors, le premier canal auquel vous avez fait référence, c'est lorsque nous agissons, on va dire, sur mission du canton, ou bien lorsque nous agissons dans le cadre des activités que nous avons au sein de la région de Nyon et au sein du conseil intercommunal. Donc là, ce sont les activités qui sont au bénéfice directement de nos membres, c'est-à-dire des communes. Et puis de l'autre côté, c'est de l'argent qu'on reçoit, donc ce sont des soutiens, notamment le prix à l'innovation, dont on va parler après. Et ça, ce sont des moyens qui sont cette fois mis à disposition directement d'entreprises. Prix à l'innovation, 50 000 francs, mais aussi soutien ponctuel économique, 30 000 francs. Ça, ce sont vraiment des fonds qui sont distribués et alloués directement à des acteurs économiques de la région. Alors ça fait partie de quelques-unes de vos armes, de la promotion économique. La promotion économique, on va y revenir, mais est-ce que tous les secteurs sont vraiment concernés par ces fonds, finalement, qui découlent notamment de la LAD, que l'on soit artisan, que l'on soit une PME ou que l'on soit une grande entreprise active dans la recherche et l'innovation? Bon,
Pour les soutiens ponctuels, il faut être tout à fait clair, ce sont plutôt des petites entreprises, mais là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limitation en tant que telle, puisqu'un soutien ponctuel à l'économie, c'est vraiment un soutien sur un projet en particulier qui pourrait être développé dans une entreprise qui est déjà là et qui a pignon sur rue. Il doit être innovant forcément ou pas forcément? Il doit y avoir un côté innovant, il doit y avoir un côté qui est soit qui n'existe pas ailleurs, donc dans la région, soit il doit y avoir un petit côté innovant dans la mesure où ça apporte effectivement une plus-value en matière, on va dire, de développement économique. Et après, il y a le soutien, il y a le prix à l'innovation, où là, c'est un montant qui est alloué principalement, historiquement, à des petites entreprises, à des start-up, qui leur permettent d'avoir un sacré coup de pouce pour développer un projet qu'ils ont. Mais si l'on est une grande entreprise, par exemple si l'on est Elon, et que l'on veut développer, qu'on a développé un outil dans le cadre de sa recherche et développement, est-ce que là, on peut aussi faire appel à des fonds? Et finalement, est-ce que des entreprises comme ça, des multinationales, internationales, sont intéressées par ces fonds qui découlent de la LAD? Bon. Elon, si on doit parler d'eux, eux, ils sont bien évidemment intéressés de parler avec la région, mais peut-être pas que uniquement sous l'angle de l'économie, mais sous l'angle de la mobilité, parce que pour eux, les problèmes de mobilité sont importants. Ça me permet de placer mon activité dans le cadre du plan mobilité interentreprise. Mais maintenant, pour faire et revenir sur votre question, est-ce que Elon est intéressé à aller chercher des fonds LAD en tant que tels pour, je ne sais pas, un développement qu'ils auraient pu faire? Je ne le sais pas. En tout cas, je n'ai jamais vu un tel dossier. Alors, c'est vrai qu'en toile de fond, il y a ce développement interentreprise, cette mobilité interentreprise qui est assez importante. Est-ce qu'Elon, par exemple, puisqu'on parle d'elle, mais on peut parler d'autres, est située, sauf erreur, sur une commune qui ne fait plus partie de Région de Nyon? Est-ce qu'elle peut bénéficier de ce fonds mobilité? Alors, le fonds transport public, c'est un fonds, en fait, qui va au-delà de la région de Nyon. Rappelons peut-être une chose, dans l'arrondissement, nous avons 47 communes, 41 sont membres de la région. Mais lorsque la région agit, elle agit notamment, par exemple, par le biais du fonds transport public, en réalité pour 52 entreprises. Ça veut dire que nous finançons soit parfois des trajets ou des mesures liées à de la mobilité pour 52 communes. Pourquoi? Parce que parfois, certains trajets passent par certaines lignes, passent par des communes qui sont non membres, mais limitrophes de la région. Alors, revenons à cette stratégie de développement régional. Vous l'avez dit, Région de Nyon est l'une, finalement, des 10 associations économiques de développement régional du canton qui permettent de recevoir ces fonds. En fait, cette stratégie de développement régional, c'est une convention qui va lier la région au canton pour pouvoir distribuer ces fonds. Mais alors, est-ce qu'il faut absolument être membre de Région de Nyon ou pas? Est-ce qu'il faut faire partie de l'association? Ou est-ce que, dans le cadre de la délégation de compétences du canton de Vaud à Région de Nyon, comme cela se fait par exemple dans le cas du Grand Genève, eh bien, cela suffit d'être basé territorialement sur le district de Nyon pour recevoir ces fonds? Prenons un exemple très concret. Nous avions déposé un préavis pour le développement d'un registre régional d'entreprise. Par exemple, ce registre régional d'entreprise, qui n'est pas encore complètement mort puisque la région se doit et veut faire quelque chose, si on avait mis en place ce registre, eh bien en fait, on remplissait en fait une obligation légale pour toutes les communes, puisque les communes ont une obligation de détenir un registre régional d'entreprise. Eh bien les communes non membres, on aurait tout à fait pu en bénéficier. Et ce qui était très intéressant dans ce projet-là, ça c'est typiquement un projet qui était soutenu à 50%, même un peu plus, par des fonds qui viennent de la LAD. Donc non. La LAD permet de financer des projets qui sont développés dans le cadre de la région, certains pour les 41 membres, certains quand nous sommes dans une mission plus large pour les 47 communes de la région, et puis voire parfois quand on est sur le fonds, comme je l'ai dit, transport public, même pour 52 communes. Et c'est là qu'on se rend compte un peu de la force de la région. Alors, plus largement, quels sont les outils de promotion économique de la région? Comme j'ai commencé un peu à le dire, c'est que d'un côté, nous avons un guichet, on va dire, entreprise,
où une nouvelle entreprise peut venir, ou une entreprise établie, existante, peut venir toquer à notre porte et puis solliciter notre aide dans le cadre de mise en relation par rapport au tissu économique, meilleure connaissance du tissu économique, mais aussi recherche de terrain, recherche de locaux, j'ai envie de dire, etc. Ça, c'est une de nos premières missions. Via le guichet unique. Voilà. Ensuite, il y a le soutien à la production régionale et locale, où nous avons toute une série aussi d'activités. Et puis après, il y a ce prix à l'innovation et puis, on va dire, le côté un petit peu plus de promotion du tissu économique qu'autre chose. Allez, on va parler un petit peu d'actualité puisque les SRG-ZAA, la fameuse stratégie régionale de gestion des zones d'activité, est actuellement en consultation. Alors vous, on regarde votre dicaster, celui de l'économie. Quel est le lien entre les SRG-ZAA et l'économie? Un lien très intéressant et j'ai envie de dire un dossier passionnant, c'est le dossier du pôle bois qui se situe à la RIP. Le pôle bois, c'est quoi? C'est une parcelle qui sera dédiée en fait à de l'économie tournée autour de la filière du bois. L'idée, c'est de réunir à un seul endroit toute une série d'acteurs qui travaillent dans la filière bois, mais qui travaillent aussi dans un circuit court. D'accord, très bien. Et puis l'actualité, c'est aussi la faillite évoquée de Teledol France, la filière de Teledol suisse, au moment même où le domaine skiable de Jura-sur-Léman vient d'intégrer le Magic Pass. Alors, quel est votre avis sur cette question, vous qui représentez l'économie régionale? Il y a évidemment deux questions. Et la première, c'est d'avoir intégré ce Magic Pass, et de l'autre, la filiale et la faillite de Teledol France. Et ça, commençons par ce sujet-là, sur cette faillite. Bon, c'est une potentielle et possible faillite. Pour bien comprendre le dossier et ce qui a été dit en fait récemment dans la presse, mais également un peu dans les médias, il faut bien dissocier deux choses. Le fait que les partenaires français avec lesquels nous étions en discussion ne veulent pas mettre de l'argent pour finir la construction de ce bâtiment d'accueil qu'on appelle Lapin Blanc est à dissocier complètement avec les accords que nous avons avec ces mêmes partenaires qui continuent en fait à exister puis qui continuent à nous payer en fait la redevance qu'ils doivent pour l'exploitation de la station. Donc voilà. L'échec de ces discussions ne remet pas du tout en cause l'existence de cet accord et les fonds qui nous sont versés. Voilà, c'est environ 400 000 francs pour rappel sur justement la location, et c'est en fait la location du télésiège d'EDAP, sauf erreur. Du domaine skiable côté suisse qui comprend le télésiège et plusieurs autres remontées mécaniques. Voilà pour le contexte, merci. Et puis ensuite, alors... Voilà, alors pour revenir sur votre question concernant la faillite. Bon, aujourd'hui, je veux dire, ça a été maintenant assez largement dit. Oui, nous avons un souci financier, nous avons un souci de liquidité, mais qui c'est Teledol France. Teledol France qui est une filiale de Teledol Suisse SA. Le problème de liquidité, il consiste en quoi? C'est d'avoir de l'argent pour finir la construction de ce bâtiment d'accueil appelé Lapin Blanc, dont la finition aujourd'hui, la construction a été arrêtée, faute de moyens pour payer différents entrepreneurs qui doivent terminer en fait cette construction. Et à terme, si nous ne devions pas trouver l'argent pour honorer, on va dire, les différents engagements qui ont été pris par Teledol France SA à l'égard de ces différents entrepreneurs, une potentielle faillite est envisageable de Teledol France. Oui, mais alors par effet de domino, ça représente quand même pas mal d'argent. On parle de 1,7 million, sauf erreur, pour finir le Lapin Blanc. À cela s'ajoutent les frais de maintenant justement des installations côté suisse. On est à près de 4 millions de francs. C'est quand même une somme qu'il faut aller chercher. Et par derrière, on a évoqué la possible faillite même de la région, faute de liquidité. Est-ce que ça, c'est le scénario du pire, certes, mais un scénario envisageable? Alors, vous l'avez dit, c'est le scénario du pire, mais c'est un scénario aujourd'hui qui est sur la table. Je pense qu'il a le mérite d'avoir le fait d'exister puis d'y réfléchir, mais
avant d'arriver à ce scénario, il y a toute une série d'étapes qui sont envisageables et qui seront à franchir. Vous avez demandé et vous avez évoqué la question d'aller chercher de l'argent. Concrètement, oui, il y a un moment ou un autre, parce qu'il faut bien dissocier deux volets dans cette affaire. Il y a de l'argent qu'il faudra aller chercher pour finir la construction du Lapin Blanc. Vous avez mis sur la table une somme de 1,7 million. On est entre 1,5 et 1,7 million, mais ça, c'est à condition qu'on finit le Lapin Blanc avec des finitions de luxe et au maximum de ce qu'on avait imaginé. On peut aussi tout à fait penser qu'à un moment ou un autre, on finisse le Lapin Blanc sans nécessairement avoir recours à toutes les finitions de luxe. Ensuite de ça, il y a l'exploitation de la station en tant que telle, que vous avez évoqué, donc ces fameux 400 000 francs, mais qui nous sont versés par nos partenaires français. Mais en fait, pourquoi il nous faut un peu plus d'argent là? Parce qu'en fait, il y a une maintenance lourde et des entretiens à assuré et assumé par Teledol Suisse SA pour la partie de ces remontées mécaniques qui sont situées en Suisse. Mais il faut quand même savoir que cette maintenance et cet entretien, il est nécessaire et immédiat à faire, mais nous avons quand même 1 à 2 années devant nous pour pouvoir faire toute une série de choses. D'accord, et là, on parle bien d'environ 2,2 millions de francs, sauf erreur. 2,2 millions de francs, c'est en fait une somme qui a été annoncée et avancée qui nous permettrait d'injecter les liquidités nécessaires pour assurer une viabilité de Teledol, mais sur les 10 prochaines années. Alors, revenons au Lapin Blanc. Alors, pour terminer, ce Lapin Blanc, que l'on veuille la version de luxe ou la version, on va dire, les moyennes gammes, il va falloir trouver cet argent, il faut le trouver vite. Sur notre antenne, le responsable de la communication du CODIR de Région de Nyon avait annoncé que le délai était d'environ 1 voire 2 mois. Il va donc falloir passer très certainement devant les communes. Voilà ce qu'en disait la syndic de la ville de Gland, Christine Giraud, à l'issue du conseil communal du 14 mars dernier, où elle a évoqué la situation. Teledol, le massif de la Dôle, fait partie de notre paysage et puis de notre patrimoine au niveau du district de Nyon. Et les difficultés que traverse Teledol nous touchent évidemment d'un point de vue affectif, mais évidemment aussi d'un point de vue solidaire avec Région de Nyon. Et en tant que commune membre de Région de Nyon, on aura aussi des décisions à prendre dans notre exécutif, ou en tout cas au conseil intercommunal, et ça va toucher aussi le conseil communal. Donc c'était important pour moi de donner un message d'information, mais aussi d'appeler aussi à une forme de solidarité et voir pour trouver des solutions les plus pragmatiques possibles pour soutenir aussi Région de Nyon dans la recherche de solutions. Et voilà, Olivier Rison, si j'ai choisi cet extrait, c'est que vous êtes aussi membre évidemment de la municipalité nyonnaise. Vous êtes le responsable des affaires régionales, vous avez Sodicaster notamment. Quelle est la position de l'exécutif nyonnais sur ce dossier? Est-ce que l'exécutif nyonnais va revenir avec un préavis, peut-être avec clause d'urgence, ou en tout cas est-il prêt, cet exécutif, à remettre de l'argent dans la machine? Bon, l'exécutif nyonnais, par mon intermédiaire, est régulièrement informé, on va dire, de la situation de Teledol. Teledol, rappelons quand même une chose, 92% des actions de Teledol sont détenues en fait par la région, donc c'est principalement une affaire régionale. Pour la municipalité de la ville de Nyon, elle est bien évidemment consciente de la situation. La ville de Nyon, qui est membre de Région de Nyon et de cette association intercommunale. Vous avez évoqué quelles sont les actions possibles au niveau du conseil. Très concrètement, il y a une interpellation qui a été déposée. Maintenant, il y a 2 conseils par un conseiller en relation avec Teledol, et nous allons répondre pour le prochain conseil à cette interpellation avec volonté d'être le plus transparent possible. D'ailleurs, tant le CODIR de la région de Nyon que la municipalité de la ville de Nyon, nous faisons preuve de toute la transparence nécessaire, utile et absolument indispensable dans ce dossier en raison des fonds publics qui sont engagés, et on se doit ça aux contribuables. D'accord, donc l'exécutif nyonnais, si je vous entends bien, va soutenir le développement de Teledol, du domaine skiable, est prêt à remettre de l'argent. On ne risque pas de vouloir tirer la prise, en tout cas du côté nyonnais. Alors, ça, c'est une décision qui doit, et c'est un sujet qui doit être encore discuté en tant que tel au sein de la municipalité de la ville de Nyon, mais la syndic de Gland a
parler de solidarité. Je pense que l'esprit de la municipalité de la ville de Nyon est un esprit de rester solidaire. On est tous conscients de ce que ça pourrait signifier que de perdre, on va dire, cette exploitation et cette station Jura-sur-Léman, mais on n'en est pas encore là à avoir concrètement et envisager une mesure de financement direct. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une affaire de la région et de son actionnaire, qui est l'actionnaire principal de Teledol. Alors, on revient à votre casquette de responsable politique de Région Nyon pour revenir à la première partie de ma question qu'on a mis un petit peu de côté. Ce domaine, Jura-sur-Léman, vient d'intégrer le Magic Pass. Ça ne fait pas, tout de même, si vous me permettez l'expression, un peu tâche qu'il y ait un risque de faillite dans un domaine qui vient d'intégrer ce prestigieux pass qui permet d'aller skier sur l'ensemble des stations de ski. Bon, ça, c'est une réflexion stratégique qui a été menée. Il faut savoir que... Ça a été mené au niveau de la région ou... Alors, la station Jura-sur-Léman, justement, je vais y venir, c'est quand même une exploitation d'un côté française par la Sogestar, puis de l'autre côté par Teledol et ça. Il y a cette opportunité qui s'était présentée de pouvoir rejoindre le Magic Pass. Je pense que c'est une opportunité extrêmement intéressante. C'est dans ce sens-là qu'elle a été saisie. L'idée, c'est quand même si nous avons eu 2 saisons qui ont été mauvaises en termes d'enneigement et de possibilité d'exploitation de la station Jura-sur-Léman, c'est quand même s'inscrire quand même dans une certaine longue durée, puis d'espérer que dans les prochaines années, on aura quand même suffisamment de neige pour avoir de nouveau et pouvoir pratiquer du ski à la station Jura-sur-Léman. Ce sera peut-être plus possible, comme c'était à une certaine époque où on a de la neige, de décembre à mi-mars ou fin mars. Donc les 4 saisons, comme on appelle ça, le développement 4 saisons, là, est fortement évoqué, même au sein de Teledol, dont vous faites partie du conseil d'administration. Bien sûr, on se doit maintenant de réfléchir à ceci. J'aimerais rappeler que tant les exploitants du côté français ont intégré ceci, la commune de Saint-Sergue aussi mène des réflexions sur une exploitation sur 4 saisons, la fameuse exploitation Vivaldi, comme elle a été évoquée. Et pour le conseil d'administration de Teledol et ça, bien sûr que nous devons aussi avoir une réflexion qui va dans ce sens. Allez, on va revenir sur un autre sujet d'actualité. Je l'ai dit dans les titres, jeudi 21 mars prochain a lieu le Forum de l'économie de la côte et le thème est train bondé, route saturée, pénurie de trains. Quels itinéraires pour notre économie? On va parler de la 3e voie d'autoroute, c'est ça? Entre autres. Puisque la deuxième partie du forum verra se tenir une table ronde. Voilà, une table ronde où on a certains intervenants qui vont certainement exprimer leur avis en relation avec la réalisation ou non de cette 3e voie. Alors, sauf erreur, vous ne participerez pas à cette table ronde. Néanmoins, quel est votre avis personnel sur cette 3e voie? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Je rappelle que vous êtes quand même PLR, alors... quelle est votre position sur cette 3e voie? Alors merci de me poser la question pour pouvoir m'exprimer à titre personnel, et c'est vraiment ce que je vais faire. Bon, à titre personnel, moi je suis naturellement pour soutenir la mobilité et pour soutenir aussi, et en particulier la mobilité par transport dit individuel. Pour moi, la 3e voie, est-ce qu'on doit la réaliser telle qu'elle a été proposée par la Confédération? Je ne le sais pas. Peut-être qu'il y a la possibilité de faire comme sur le modèle à Morges, d'élargir ou d'améliorer un petit peu la bande d'arrêt d'urgence et puis d'utiliser celle-ci à des heures de forte pointe. Il y a peut-être aussi la possibilité pour enlever une surcharge, parce qu'il faut savoir que c'est le plus long tronçon d'autoroute entre Genève et la sortie de Coppet, où il n'y a pas c'est le plus long tronçon d'autoroute sans sortie. On peut peut-être aménager cette fameuse sortie à Versoix qui est Ecogia. Maintenant, ça c'est mon avis personnel comme membre du PLR, comme membre d'un parti qui soutient l'économie, mais vous l'avez peut-être évoqué dans votre question, la municipalité de la ville de Nyon a une autre position sur ce sujet-là, position que je défends naturellement lorsque j'agis dans le cadre du conseil, de mon mandat comme conseiller municipal de la ville de Nyon, mais à titre personnel, je pense que lorsqu'on me pose la question, j'ai le droit d'exprimer un avis différent. Voilà, l'exécutif nyonnais est contre cette 3e voie d'autoroute, mais alors ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que même au sein d'un parti qui soutient l'économie, il y a un débat sur le bien fondé même de cette 3e voie. C'est ce que j'entends. Je pense que vous avez raison et je pense que c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, la mobilité évolue énormément. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que
transports individuels, il y a les transports publics, il faut réfléchir à la mobilité active, la mobilité aussi dite douce. Je veux dire, c'est un panel de différentes formes de mobilité auxquelles il faut penser pour pouvoir améliorer effectivement la situation des transports, tant des personnes mais aussi des marchandises dans la région. Eh bien, Olivier Rizon, je sens que ça va discuter lors de ce forum de l'économie de la côte. Je rappelle, il a lieu le jeudi 21 mars prochain dès 13h15. Et la région est concernée puisque vous allez remettre le prix à l'innovation, un prix doté de 50 000 francs. Est-ce que vous pourriez m'en dire 2-3 mots ? Oui, donc le prix à l'innovation, c'est une de ces fameuses mesures qui est financée par la LAD, dont nous avons parlé tout au début de l'interview. C'est 50 000 francs qui sont décernés à une entreprise ou un projet pour développer quelque chose dans le domaine de l'économie. Il y a plusieurs critères en fait, qui sont liés à l'octroi de ce prix, notamment d'avoir une présence et d'avoir une activité réelle dans la région, la volonté de développer des emplois dans la région. Innovation, pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir un côté nouveau dans l'activité qui est déployée, mais aussi sous l'angle de la durabilité. La durabilité est un critère important qui est pris en compte dans l'attribution de ce prix. Et là, pour être éligible, alors évidemment, il faut que son entreprise soit basée sur le territoire d'une commune membre de l'association de région de Nyon, j'imagine. Absolument. Il faut que ça soit sur le territoire d'une commune absolument de la région. Ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, on en saura plus. En tout cas, donc le 21 mars prochain, c'est jeudi, c'est ouvert au public. Si vous êtes intéressé par la mobilité ou par savoir qui va recevoir ce fameux prix de l'innovation dont on parlera encore sur notre antenne. Mais je vous propose de terminer cette édition avec la chef du département de l'agriculture du canton de Vaud, Valérie Ditli, qui a présenté la vision et les priorités du canton dans le contexte de la révolte agricole. C'était vendredi dernier à l'occasion d'une conférence de presse organisée en présence du président de la communauté interprofessionnelle des vins vaudois et d'un membre du comité de l'association des jeunes agriculteurs vaudois, avec au centre une agriculture autonome, robuste et durable. On écoute, où la qualité du sol est au cœur de la politique vaudoise. Voilà, on l'écoute. On veut créer un centre d'essai qui est concentré et orienté sur le sol pour augmenter le taux d'humus dans la terre. But principal. Deuxièmement, via le concept agro-impact, on veut aussi attribuer quelque chose à la qualité du sol. Et puis, troisièmement, on veut agir via l'outil cantonal, c'est les améliorations foncières pour se concentrer sur le sol et finalement donner la possibilité de faire la mission principale de l'agriculture, nourrir la population. Si on se concentre sur le sol et l'augmentation du taux d'humus, on arrive à mieux faire face au changement climatique parce que le sol, il est mieux capable de capter l'eau, il est mieux capable à capter le CO2 et ça, c'est des mesures pour la durabilité où, à mon avis, on devrait avoir un consensus sur la notion de la durabilité. Il y avait un acteur qui n'était pas là, finalement, c'était le distributeur. Je m'attendais un petit peu à cette question, donc non, le distributeur n'était pas là aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'ils s'assoient à la table et puis qu'ils nous donnent des réponses assez vite, et puis qu'ils arrêtent de nous faire passer pour des guignols. Oui, c'est à eux de nous donner des réponses à ce niveau-là, puis vraiment qu'on ait des prix équitables de la fourche à la fourchette. Donc le but, c'est pas que le consommateur paye ses produits hors de prix. La distribution a un rôle clé à jouer, parce que naturellement, elle peut jouer sur ses marges, elle peut jouer sur la promotion. Nous attendons vraiment des distributeurs qui prennent en compte les produits de notre région, parce que c'est déterminant pour la durabilité. Si on doit faire venir le vin du Chili, il est peut-être excellent, peut-être, mais c'est pas très durable comme business de faire venir du vin de l'autre côté de la planète. Ces révoltes paysannes initiées par Arnaud Rochat, entre autres, ont eu leur effet, ont créé un débat, et puis faire comprendre à la population qu'ils font partie de ce débat, et puis on les invite à discuter avec nous, puis trouver une agriculture juste et durable pour la Suisse. Olivier Rizon, alors la conseillère d'État insiste donc sur le fait que la mission principale de l'agriculture, c'est de nourrir la population. C'est une belle formule et ces acteurs souhaitent tous une rétribution équitable. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de candeur ? Ils ont l'air un petit peu empruntés quand on pose la question de savoir si finalement ce n'est pas le distributeur qui tient le couteau par le manche.
Ça a été dit dans le reportage, et puis ça ressort très clairement de votre question. Oui, bien sûr, c'est le problème. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui sont actifs, qui produisent et qui font de très très bons produits, mais le fait d'avoir ces distributeurs et cette chaîne, on va dire, de distributeurs jusqu'à ce que le produit, prenons, je ne sais pas moi, une pomme de terre, qu'elle arrive dans le lieu de votre point de vente, vous avez plusieurs acteurs entre deux, plusieurs acteurs qui naturellement ont besoin de vivre, qui demandent une marge, et c'est bien évidemment sur ce secteur-là qu'il faut agir et avoir une meilleure rémunération pour les agriculteurs. Ça veut dire donc une meilleure répartition de toute cette chaîne économique qui est liée à l'agriculture et à la production maraîchère et autres. Alors, au début du siècle, là on est dans les années 2000, il y avait une formule qui disait penser global, agir local. Est-ce que la région est aussi au service de l'agriculture et du secteur de la viniviticulture, et qu'est-ce qu'elle propose pour soutenir ce développement économique et soutenir ces deux secteurs d'activité? Oui, puisque nous soutenons par exemple la Maison du Vin économiquement et financièrement, qui est en train de se construire à Rolle. Oui, bien sûr, par ce biais-là, on est actif, mais aussi par le biais des différentes mesures que nous offrons, notamment par exemple en matière d'environnement, où qui permettent d'avoir une meilleure gestion des sols et puis d'avoir une meilleure gestion, on va dire, d'une certaine manière, de tout ce qui englobe et qui tourne autour de l'agriculture. Eh bien, Olivier Rison, merci beaucoup d'avoir participé à FC Politique. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le responsable politique de l'économie de Région Nyon. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de FC Politique. Et dès demain, vous retrouverez le délicieux Alexandre Caporal et l'incroyable Andrea Braslopo, les deux super-héros de Fais voir ta région. Nous, comme je vous l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.